Bonjour Dr Michel Yao. Bonjour. Le principal développement de ces derniers jours en Afrique, c'est la fermeture des frontières aériennes et terrestres de nombreux pays. Pourquoi cette mesure est-elle importante? En Afrique, la plupart des premiers cas ont été des cas importés. Et la crainte maintenant, c'est à partir de ces cas-là qu'on ait une propagation beaucoup plus intense dans les communautés qui serait très difficile à gérer dans ce contexte-ci. Même si l'OMS ne conseille pas la fermeture des frontières, qui pourrait avoir des effets pervers en termes de circulation d'intrants nécessaires pour la réponse, mais aussi bien aussi circulation d'experts. Nous commençons déjà à l'expérimenter avec le fait qu'il y a maintenant plusieurs compagnies aériennes qui ne puissent plus opérer. Donc cela réduit aussi la capacité d'apporter de l'aide à certains. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez des difficultés à faire circuler les experts d'un pays à l'autre? Nous commençons à avoir des difficultés. Par exemple, maintenant, il serait très difficile de bouger des experts européens vers les pays d'Afrique. On comprend bien peut-être la nécessité de quarantaine ou bien de surveillance, mais il est pratiquement impossible maintenant de déplacer des experts d'Europe. Maintenant, entre pays africains, cela commence à être aussi compliqué parce que il y a aussi des restrictions qui sont des restrictions complètes qui limitent aussi l'appui par d'autres experts, même au niveau de la région. Est-ce que ces difficultés de transport risquent de retarder un certain nombre d'actions de prévention ou de lutte? Bien sûr, la plupart des intrants ne sont pas fabriqués en Afrique. Quand vous parlez d'intrants, vous faites référence à quoi? À des médicaments par exemple? À des médicaments, aussi à des équipements de protection, ainsi que des appareils comme les concentrateurs d'oxygène, comme les appareils de respiration mécanique qui sont nécessaires pour traiter les cas sévères. Et ce genre d'équipement est très limité dans la plupart des structures en Afrique. Si on pense au pire scénario de prise en charge de cas massifs, bien, on aura besoin de beaucoup d'intrants. Et il y a aussi pour les cas sévères comme des cas ayant besoin de soins intensifs, la capacité est limitée. Et la solution, c'est des structures temporaires, mais ces structures temporaires ne pourraient pas être pleinement équipées s'il n'y a pas la possibilité de les acheminer à partir de l'endroit où ces appareils existent. Et cela nécessite probablement ce qu'on a fait dans des situations humanitaires, un couloir malgré ces interdictions pour faciliter la circulation des experts et aussi des biens ou des intrants nécessaires à cette réponse. Et donc vous dites aujourd'hui il faut établir un couloir humanitaire vers le continent africain. Si cela est possible, bien sûr, en accompagnant de mesures pour ne pas que ceux qui viennent pour apporter de l'aide puissent être aussi des agents de contamination. En mettant ces précautions nécessaires, il est important que ces experts puissent continuer à circuler et il est aussi important qu'on puisse continuer à acheminer des biens, des équipements de protection pour lesquels certaines bonnes volontés nous aident à entreposer, mais il serait très difficile de les acheminer dans les pays si la situation s'aggrave. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Dr Michel Yao, l'Afrique en est encore à une stratégie d'endiguement, c'est-à-dire une stratégie dans laquelle on s'efforce de détecter rapidement les cas, de les isoler, de retrouver leurs contacts, ou est-ce que le continent est en train de se diriger vers un autre type de mesures? De façon générale, le continent est encore en situation d'endiguement, mais cela évolue très vite. En l'espace de 2 semaines, nous avons déjà 4 pays dans l'Afrique subsaharienne qui commence déjà à notifier des transmissions locales, donc intracommunautaires. Donc la fenêtre d'opportunité se rétrécit davantage, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à confiner, mais aussi se préparer au pire en essayant d'identifier déjà des capacités en termes de prise en charge, notamment la formation des personnels médicaux, l'établissement de structures temporaires pour augmenter les capacités pour s'attendre au pire, et puis aussi avoir la communauté à bord avec des messages d'éducation qui puissent leur permettre de jouer des rôles et de, en fait, en apprenant de ce qui se passe ailleurs, pouvoir ralentir la transmission. Quels sont les 4 pays qui sont actuellement dans une situation de début de transmission communautaire? Nous avons l'Algérie, le Sénégal, l'Afrique du Sud et dernièrement quelques cas notifiés au Burkina Faso.
Le Burkina Faso ou l'Afrique a compté dans la nuit de mardi à mercredi son premier décès lié au coronavirus. L'Afrique applique à l'heure actuelle une stratégie d'endiguement, vous nous le disiez à l'instant. Est-ce qu'on risque d'aller sur le court ou le moyen terme vers des solutions de confinement comme celles qui ont été mises en place dans plusieurs pays européens? Bien sûr, cela n'est pas à écarter. Les premiers cas sont là depuis bientôt une semaine. Lorsqu'il il y a eu des contaminations qui n'ont pas été détectées dans les 2 semaines qui suivent, qui correspondent à peu près à des périodes d'incubation. On devrait voir une flambée si des cas n'ont pas pu être détectés. Et donc, ça peut arriver maintenant comme dans les prochains jours. C'est cela qu'il faut rester vigilant. Mais comme je le disais, ce n'est pas une fatalité. L'Afrique peut donner un autre visage à la réponse à cette épidémie en se mobilisant davantage, en éduquant les populations et aussi en ayant des engagements forts des politiques. Quelles sont vos recommandations vis-à-vis des populations du continent elles-mêmes? Prendre très au sérieux toutes les mesures de prévention qui sont diffusées. La population s'assurer des mesures d'hygiène et des mesures de distanciation interpersonnelle, c'est-à-dire s'éloigner des personnes qui ont des symptômes et les personnes ayant des symptômes puissent mieux se protéger et surtout se référer au personnel médical lorsqu'on a des doutes et lorsqu'on sait qu'on a pu avoir un contact ou on revient d'un voyage. Il est absolument important qu'on puisse le faire. Est-ce qu'il faut prendre des dispositions particulières quand on a un proche qui est victime de paludisme, de VIH ou de tuberculose? Pour le dire autrement, est-ce qu'il faut craindre des risques de co-infection? Oui, c'est cela que nous craignons, les risques de co-infection. La co-infection s'est avérée être très létale en termes de personnes infectées, notamment dans le cadre de l'immunodéficience liée au VIH et aussi des co-infections comme la tuberculose qui affectent déjà les voies respiratoires. Et donc cela pourrait constituer vraiment des facteurs à risque qu'il faut surveiller aussi. Docteur Michel Yao, merci.